Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans le grand bain du football moderne. On a sur la table trois actualités qui, à première vue, n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, Et pourtant, ensemble, elles racontent une histoire que je trouve assez fascinante sur ce qu'est devenu ce sport. mhm, On va parler d'une superstar qui, visiblement, pèse plus lourd qu'un championnat entier. On parlera aussi d'un geste d'une humanité bouleversante qui redonne tout son sens au mot équipe. oui, une histoire très touchante. Et puis on terminera avec la brutalité du coup près qui tombe sur un entraîneur. Notre mission, c'est un peu d'assembler ces pièces du puzzle pour comprendre les forces qui animent le foot aujourd'hui, bien au-delà du terrain. Allez. Allez, on décortique ça, on commence avec une petite bombe. Oui, une petite bombe lâchée par Toni Kroos. Exactement, le joueur allemand. Et ça concerne son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo et son aventure en Arabie Saoudite. Alors Kroos, il n'y va pas par quatre chemins. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il dit, en substance, la Ligue saoudienne, personne n'en avait entendu parler avant que Cristiano n'arrive. Et maintenant, on manque de respect au type qui a mis cette ligue sur la carte du monde. C'est direct. Et il enfonce le clou. Il ajoute, s'il part demain, plus personne ne regardera ce championnat. C'est violent comme déclaration. La question que ça pose, c'est est-ce que c'est juste de la loyauté d'amis ou est-ce qu'il met le doigt sur une vérité un peu folle du sport business? C'est une déclaration qui est tout sauf anodine. En fait, Kroos, avec son franc-parler habituel, il met carrément les pieds dans le plat d'un phénomène économique majeur. Lequel? Ce qu'il décrit, sans vraiment le nommer, c'est ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'attention. Avant Ronaldo, la Ligue saoudienne, elle pouvait avoir les meilleurs joueurs régionaux, des stades neufs. Mais personne ne regardait. Voilà. À l'échelle mondiale, c'était invisible. L'arrivée de Ronaldo, ce n'est pas un transfert sportif en fait. C'est l'acquisition d'une visibilité planétaire. Et instantané. Donc si je comprends bien, la Ligue saoudienne n'a pas vraiment recruté un attaquant. Non. Elle a acheté une chaîne de télévision mondiale avec des centaines de millions d'abonnés. Le joueur devient presque un produit dérivé de sa propre marque. C'est exactement ça. On n'est plus dans le sport pur, on est dans la capture d'audience. Chaque but qu'il marque, chaque publication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un événement sportif. C'est du contenu. C'est du contenu vu immédiatement par une population qui est plus grande que celle de l'Europe entière. C'est une force de frappe médiatique qu'aucune campagne de pub, même à des milliards, ne pourrait acheter. Ronaldo, il n'est pas payé pour marquer des buts. Il est payé pour que le monde entier regarde la Ligue saoudienne. Mais c'est là que la deuxième partie de la phrase de Kroos devient, je trouve, vraiment intéressante. Si Cristiano part demain, personne ne regarde plus. Il pointe une dépendance qui est totale. C'est comme si on construisait un immense parc d'attractions autour d'une seule montagne russe. Le jour où elle tombe en panne, Tout le parc est désert. C'est le risque fondamental de ce modèle. C'est une stratégie de croissance explosive, mais en même temps, elle est extrêmement fragile. le pari, c'est de réussir à convertir les gens. Qui viennent pour l'icône en fans fidèles du championnat lui-même. C'est un pari immense. Est-ce que les gens s'intéressent vraiment au match Al Nasser contre Al Hilal ou est-ce qu'ils regardent juste le Cristiano Ronaldo show? Et Kroos, lui, a déjà sa réponse. Oui, et elle est sans appel. Et cette histoire de manque de respect, alors, ça sonne presque comme une dispute de cour de récré, mais avec des centaines de millions d'euros en jeu. Comment on peut interpréter ça? Je pense que ça révèle les tensions qui sont inévitables dans ce genre de relation. D'un côté, il y a Ronaldo et son entourage, qui savent très bien qu'ils sont l'actif numéro 1, La poule aux œufs d'or. la poule aux œufs d'or, et qui s'attendent logiquement à ce que toute la structure s'organise autour d'eux. Et de l'autre côté, il y a une institution, la Ligue, qui a certes payé très cher pour cette superstar, mais qui doit aussi penser à l'après. Elle doit construire sa propre marque. Elle doit construire sa propre marque, son propre récit, pour ne pas être qu'une simple parenthèse dans la carrière de Ronaldo. Ce manque de respect perçu par Kroos, ce sont probablement les premiers signes de cette lutte d'émancipation. L'institution qui tente de prouver qu'elle est plus grande que l'individu. C'est un conflit de pouvoir assez classique finalement. Entre le créateur et sa créature. Tout à fait. C'est fascinant. Et de penser que dans ce même sport, où la valeur d'un homme se chiffre comme ça en centaines de millions, Juste pour son pouvoir d'attraction. eh bien, la valeur peut aussi se mesurer avec une toute autre monnaie. Une monnaie qui ne coûte rien et qui vaut tout. Et ça nous amène directement à notre deuxième source qui est aux antipodes de cette logique économique. Oui, là on change complètement d'univers. On passe du global au local, du business à l'humain. On parle de Pape Thiaw, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. La source nous décrit une scène d'une force incroyable.
Il se rend personnellement auprès de la mère d'un supporter sénégalais qui est emprisonné au Maroc. Il ne vient pas les mains vides. Après avoir pris cette fan dans ses bras, il lui tend le trophée de la Coupe d'Afrique que son équipe a remporté et il la laisse le soulever. L'image est d'une puissance symbolique folle. C'est très fort. Au-delà de l'émotion évidente, qu'est-ce qu'un tel geste nous dit sur ce que peut être le football ? Ce geste, il est immense. Il est immense parce qu'il opère plusieurs transformations, en fait. D'abord, il transforme le trophée lui-même. Ce n'est plus un simple bout de métal doré qui atteste d'une supériorité sportive. Non, ça devient autre chose. En passant des mains du coach à celles de cette mère, il devient un objet de consolation, un symbole de solidarité. C'est comme si Pape Thiaw disait « La joie de toute une nation, cette victoire qui a fait vibrer des millions de gens, nous vous en offrons une part pour tenter d'alléger votre peine. » Qui est aussi la nôtre. Qui est aussi la nôtre. La victoire collective est mise au service de la douleur individuelle. C'est magnifique. C'est une manière de dire « on ne vous oublie pas ». Dans tout le vacarme de la célébration nationale, il y a ce moment de silence et d'attention pour une seule personne. Exactement. Et ça transforme aussi le rôle du coach. Pape Thiaw, à ce moment précis, il n'est plus le tacticien, l'homme des schémas de jeu, il endosse un costume beaucoup plus large. Celui de leader communautaire. Oui, de leader communautaire, de figure paternelle de la nation. Il agit au nom du collectif, il incarne l'empathie d'un pays tout entier. C'est une facette du rôle d'entraîneur d'une équipe nationale qu'on oublie souvent. Il n'est pas seulement responsable des résultats, il est aussi un gardien du lien social. C'est un geste magnifique, c'est indéniable. Mais, et c'est peut-être le cynisme de notre époque qui veut ça, on est dans une ère de communication à outrance. Est-ce qu'un tel acte, même s'il est profondément sincère, n'est pas immédiatement transformé en contenu, en une belle histoire pour l'image de la fédération ? C'est une excellente question, et elle est vraiment au cœur de la complexité du sport moderne. Est-ce que le foot peut encore être juste, humain ? La réponse, c'est probablement que les deux sont vrais en même temps. Il est quasi certain que ce geste a été filmé, photographié et qu'il a servi la communication de l'équipe. Bien sûr. Mais est-ce que ça annule la sincérité de la démarche initiale ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. On peut voir ça comme une tension permanente. Le football génère des moments d'humanité authentique, et l'écosystème médiatique qui l'entoure s'en empare aussitôt pour les transformer en récits, en images. L'un n'empêche pas l'autre d'exister. Ce qui compte, c'est ce que ça a signifié pour elle. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour cette mère, à ce moment précis, la question de la com, elle ne se posait pas. Elle a juste reçu un soutien puissant et inattendu. Et c'est peut-être ça l'essentiel. Cette idée de sincérité, d'émotion, de lien humain, c'est puissant, mais ça semble à des années-lumière de la logique froide et calculatrice qui gouverne le football de club au quotidien. Quand les résultats ne suivent pas, il n'y a plus de place pour les états d'âme. Ah non. Et ça, notre troisième source sur le cas d'Abby Bey le montre crûment. Absolument. On bascule maintenant dans la salle des machines du football professionnel. Et c'est beaucoup moins poétique. La nouvelle est un communiqué officiel, presque clinique, du Stade Rennais. Ils annoncent le licenciement de leur entraîneur, Habib Beye, et les mots utilisés sont importants. Le club est décrit comme étant en grande difficulté sur le plan sportif, miné par une série de mauvais résultats, mais le terme clé pour moi, c'est une dynamique négative persistante. Ce jargon managérial, qu'est-ce qu'il cache en réalité ? Il cache une notion qui est plus psychologique que sportive. Une série de mauvais résultats, ça, c'est factuel. C'est une statistique. On a perdu X matchs. Voilà. Une dynamique négative persistante, c'est une atmosphère, un sentiment. C'est quand la peur de perdre devient plus forte que l'envie de gagner. C'est la confiance qui s'érode match après match, à l'entraînement, dans le vestiaire. C'est le doute qui s'installe partout. C'est un peu comme une voiture coincée dans la boue. Les roues patinent, le moteur hurle, on sent que l'effort est là, mais... Plus on accélère, plus on s'enfonce. Exactement. La voiture ne bouge plus. C'est une analogie parfaite. Et dans cette situation, l'entraîneur, c'est celui qui est au volant. Même si la route est mauvaise, même si les pneus sont usés, des problèmes qui ne sont pas forcément de sa faute. C'est lui qu'on décide de sortir de la voiture. Le licenciement, c'est une tentative désespérée d'électrochoc. D'électrochoc, voilà. C'est moins une punition qu'une tentative de casser cette spirale. Mais est-ce que ça fonctionne si souvent, cet électrochoc ? On a l'impression que c'est devenu un réflexe, une sorte de placebo pour calmer les supporters, les médias, mais que les problèmes de fond du club, eux, restent les mêmes. C'est tout le débat. Statistiquement, l'effet est souvent à très court terme. Mais il faut comprendre ce que j'appelle l'économie de l'urgence. Un club de foot de haut niveau, ce n'est pas une entreprise où on peut se dire « bon, ce trimestre est mauvais, mais notre plan sur 5 ans est solide ». Non.
Chaque week-end est un référendum. C'est ça. Une dynamique négative de quelques semaines peut signifier une non-qualification pour une Coupe d'Europe, et donc la perte de dizaines de millions d'euros. Ou pire, une relégation. La pression financière, médiatique, populaire, elle est si intense que la patience devient un luxe. Un luxe que personne ne peut se payer. Presque personne. Du coup, on ne gère pas sur le long terme, on essaie de survivre à la semaine suivante. Ce qui fait du poste d'entraîneur l'un des plus précaires qui soit. Le succès d'hier est littéralement l'oubli de demain. Totalement. Habib Beye a peut-être eu d'excellents résultats par le passé, mais face à cette fameuse dynamique, son crédit a fondu comme neige au soleil. L'entraîneur, il est à la fois le stratège en chef et le paratonnerre principal. Et quand la foudre tombe, C'est lui qui prend la décharge pour protéger le reste de l'édifice. C'est le visage le plus pragmatique, le plus dur du sport pro. Ici, l'humain n'est plus un objectif, comme dans l'histoire de Pape Thiaw, mais une simple variable d'ajustement. quand on met tout ça bout à bout, le tableau est... Saisissant. On a vu le football comme un produit marketing globalisé où la valeur d'un seul homme peut créer un marché à partir de rien. On l'a vu comme un ciment social, capable des gestes de solidarité les plus purs, et on l'a vu comme une entreprise impitoyable, gouvernée par la peur et la dictature du résultat immédiat. Trois mondes qui semblent s'opposer. Et pourtant, ils coexistent dans le même écosystème. C'est ça qui est fascinant. Ces trois histoires, elles ne se contredisent pas, elles sont les différentes faces d'une même réalité complexe. C'est la même pièce. C'est ça. Le football moderne, c'est cet espace unique où une logique économique, presque néolibérale, une logique de cohésion sociale quasi tribale et une logique de compétition pure et dure s'entrechoquent en permanence. La valeur, c'est une notion complètement relative. La valeur de Ronaldo se mesure en impact médiatique mondial, celle de Pape Thiaw en réconfort humain. Et celle d'Habib Beye en sa capacité jugée insuffisante à inverser une spirale négative. C'est le même sport, mais ce ne sont pas du tout les mêmes règles du jeu. On termine donc avec une question qui reste en suspens. En regardant ces trois visages, le marketing des célébrités, la solidarité communautaire et la pression des résultats, lequel définit le plus le sport que l'on regarde aujourd'hui? Et peut-être plus important encore, lequel devrait le définir?